Bonjour à tous, bienvenue dans Silver Bullets, le podcast consacré aux productions de Joel Silver. Bonjour Bruno. Salut Yann, deuxième épisode, Les rues de feu de Walter Hill. Les rues de feu, donc, réalisé par Walter Hill en 1983. On retrouve en fait dans ce film la même équipe que celle de 48 heures, c'est-à-dire le duo de producteurs Joel Silver, forcément, et Larry Gordon, et le duo de scénaristes Walter Hill et Larry Gross. Et c'est un scénario en fait qui va être proposé aux pontes de la Paramount, qui vont le refuser parce qu'ils vont trouver que le film ressemble trop à du Indiana Jones dans le concept. Alors c'est bizarre parce que l'intrigue des rues de feu, c'est le kidnapping d'une chanteuse de rock en plein concert par une bande de motards qui est emmenée dans le quartier de ces motards et il y a un soldat de fortune qui est l'ancien fiancé, l'ancien petit ami de cette chanteuse qui va essayer de la récupérer en montant une équipe. Donc c'est pas du tout la même chose que Indiana Jones, mais en tout cas il voit le côté aventure peut-être. Toujours est-il que le projet ne se fait pas avec la Paramount et Walter Hill, Larry Gross, Joel Silver et Larry Gordon vont vendre les rues de feu à Universal. Et ce projet donc s'ouvre notamment par un carton-titre qui indique que c'est une fable rock'n'roll. Et une fable rock'n'roll, ça se traduit comment ? À l'écran, dis-moi tout. Une fable rock'n'roll, ça se traduit déjà par des chansons, et pas n'importe quelle chanson, puisque c'est des chansons produites par Jimmy Iovine, notre producteur chouchou, qu'on a pu voir dans le documentaire d'Allen Hughes, The Defiant Ones. C'est aussi l'homme qui a tué le rock'n'roll. En tout Si cas, vous voulez envoyer des mails d'insultes, allez-y, foncez, mais c'est pas moi, c'est Yann. C'est Yann. Donc moi je maintiens que c'est lui qui a tué le rock'n'roll, notamment en produisant U2, le groupe qui a fini par tuer le rock. Mais surtout, oui, au départ, ça devait être Bruce Springsteen qui devait apporter les chansons du film. Il a notamment composé une chanson qui s'appelle Streets of Fire. La collaboration tombe à l'eau, et du coup, on appelle Jimmy Iovine pour créer en fait les chansons, et notamment créer, on va dire, les faux groupes qui jouent dans le film. C'est-à-dire le groupe principal, qui est le groupe de L&M and the Attackers, c'est un faux groupe. Notamment la voix de la chanteuse, donc Diane Lane, qui joue L&M, est doublée pendant les scènes de chansons. Et la voix de la chanteuse, en fait, est un agglomérat de 3 voix de chanteuses différentes. C'est l'idée d'ailleurs de Jimmy Iovine. Voilà, une très bonne idée de Jimmy Iovine qu'on voit avec une magnifique coupe de cheveux à la Mireille Mathieu dans le documentaire, qui a l'air très fier de sa production. Les chansons, moi, je les trouve pas terribles, voire complètement nulles, surtout les 2 dernières du film. Le dernier concert qui est, je trouve, atroce, avec des nappes de synthé, on dirait du Jean-Jacques Goldman. L'ouverture, en fait, du film est... La chanson de départ est pas mal. Le film est pas mal. Ouais. Après, c'est vrai que ça s'enfonce dans des trucs assez pourris, les chansons du groupe Fire Inc., donc le faux groupe produit par Jimmy Iovine, qui sont à intermittence dans le film, sont plus en plus nul en fait au fur et à mesure que le film avance, et surtout on a l'impression que Walter Hill en fait a poussé les 2 dernières chansons vraiment à la fin du film, après que l'intrigue se soit terminée, pour en avoir le moins possible à mettre. Ils vont appeler d'ailleurs à la rescousse Ray Cooder, qui va écrire lui la bande originale du film. Sachant qu'à l'origine ça devait être James Horner qui devait composer la musique des rues de feu. Est-ce que tu veux repartir sur un quart d'heure de louanges ? Malheureusement, son score a été rejeté par la production, et Walter Hill donc a fait appel à Ray Cooder, avec lequel il avait déjà collaboré avec le gang des Fred James, et sans retour. Il y a aussi un autre groupe qui est présent dans la bande originale du film, qui est le groupe The Blasters, qui lui est pas mauvais du tout d'ailleurs, et qui interprète les chansons en fait qui sont dans le quartier général des motards. Et là, on sent que ça motive beaucoup plus Walter Hill, parce qu'on sent que à ce moment-là, le montage et la réalisation du film en fait prennent un vrai élan, et en fait il se sert vraiment de ces chansons pour illustrer le propos et faire avancer l'intrigue. Ce qui est moins le cas avec les autres chansons du film. Elle est d'autant plus réussie parce que, à mon avis, Walter Hill se sent beaucoup plus proche de la musique incarnée par ce groupe-là que de la musique incarnée par L&M and the Attackers. On peut résumer le film en quelques mots et on parlait un petit peu des interprètes. Donc, on est sur une affaire de kidnapping, donc une chanteuse qui se fait kidnapper en plein concert. Cette chanteuse, elle est interprétée par Diane Lane, qui à l'époque a 19 ans, qui a déjà joué chez Coppola. Elle est associée à Michael Paré, le dernier des romantiques, le Francis Huster américain. Michael Paré qui joue Tom Cody et qui va devoir en fait aller retrouver cette chanteuse qui est son ancienne petite amie. Et le film Les Rues de Feu devait être le premier d'une trilogie consacrée à Tom Cody. Les 2 autres films devaient s'appeler Fat City et Cody's Return. Vu le beat du film, ils n'ont jamais été mis en chantier. Autant Michael Paré est nul, autant le grand méchant du film est intéressant puisqu'il est interprété par Willem Dafoe, un tout jeune Willem Dafoe. Il a tourné sous Catherine Bigelow en fait. Un rôle de motard. Et c'est la raison pour laquelle il est retenu pour
pour le rôle du méchant dans Les Rues de Feu, parce que le personnage qu'il interprète dans le premier film de Catherine Bigelow, il y a en fait tous les contours du personnage qui est souhaité par Walter Hill dans Les Rues de Feu. Tom Cuddy est associé dans ce film à deux personnages qui sont assez intéressants. Le premier, c'est McCoy, qui est joué par Amy Madigan. Amy Madigan, c'est Madame Ed Harris à la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage de McCoy devait être au départ un personnage qui s'appelle Mendes, et il devait être joué par Edward James Olmos. Amy Madigan a réussi donc à convaincre Walter Hill de changer le sexe du personnage et de quasiment pas en fait changer les dialogues. Elle avait vraiment flashé sur le personnage de Mendes, elle voulait l'incarner. Le nom par contre est changé, ça passe de Mendes à McCoy. Et elle joue donc un autre vétéran de la guerre à laquelle a participé Tom Cuddy, qui va l'accompagner dans son équipée sauvage. L'autre personne qui les accompagne, c'est Billy Fish, qui est l'impresario d'Hélène, qui est son nouveau petit ami et qui est joué alors dans ce qui est le plus improbable choix de casting du film, qui est pourtant bien servi de ce côté-là, c'est Rick Moranis. Rick Moranis, donc, qui joue le prétendant de Diane Lane. Donc si vous voulez voir un film avec un couple Diane Lane, Rick Moranis, Les Rues de Feu est fait pour vous. Et Rick Moranis qui est très bon donc, dans l'interprétation. Très convaincant. Avec Willem Dafoe, mais Willem Dafoe est quand même assez peu présent à l'écran. Est-ce qu'avant de commencer à parler de la façon dont les films draguent les contours du comic book, est-ce qu'on évoque la façon dont Walter Hill, une fois de plus, s'en remet à interpénétrer le genre avec le western, avec Les Rues de Feu? Quand on a regardé le film la dernière fois, tu m'as dit, dès la première scène... Ah ouais, mais c'est une ville de Far West en fait, qui est attaquée par des bad guys. On décrit un peu la ville, c'est une espèce de pseudo-Chicago. Et on est dans un look qui est tiré plutôt du cinéma des années 50. Et on revient à cette idée dont on parlait la dernière fois de l'Amérique de Reagan, mais est-ce que c'est pas une façon pour Walter Hill en fait de signifier que l'Amérique en fait revient avec ses fantômes des années 50 Parce qu'à l'époque, il y a ce revival des années 50. Il y a eu donc à la fin des années 70 toute la mode avec Happy Days, et puis il y a en 85, on est quasiment 84, on est quasiment l'année où va sortir, on est à un an de la sortie de Retour vers le futur de Robert Zemeckis, qui montre aussi une Amérique perdue de la prospérité économique des années 50. Mais on parlait des films dans lesquels a joué Diane Lane, et t'as Outsiders, et t'as Rumblefish, qui déjà en fait sont des espèces de démarquages des films tournés par Nicolas Ray, et t'as déjà en fait cet esprit où oui, on essaye de revenir dans le cinéma du passé, et ça de toute façon c'est l'une des marques de fabrique de Walter Hill. Un autre temps, un autre lieu. Exactement. C'est le carton avec lequel on commence le film, ça rappelle un peu il y a longtemps dans une galaxie lointaine, est-ce que Les Rues de Feu, c'est le Star Wars de Walter Hill? On peut se poser la question parce qu'en fait, en gros, George Lucas avec Star Wars a repris en fait tous les aspects en fait de ses passions d'enfance, la science-fiction avec Flash Gordon, les films de guerre de la Seconde Guerre mondiale avec les combats aériens, les films japonais, les films de samouraï. Il mélange tout ça dans un seul film et dans un univers complètement fantaisiste. Et Walter Hill fait pareil avec le western, le film de motard, les années 50, en fait toute sa jeunesse. Et je trouve que Walter Hill, en plus, en tout cas j'ai l'impression que Walter Hill émet une espèce de complexe vis-à-vis de toutes ces générations de réalisateurs que sont Spielberg, Lucas, Coppola, et qu'il essaye de faire avec Les Rues de Feu son gros blockbuster d'entertainment. D'ailleurs, à l'époque du tournage de 48 heures, l'un des jeux favoris de toute l'équipe, Silver, Gordon, Gross, Walter Hill, c'était justement de se demander quel allait être le prochain succès de Spielberg. Et j'ai l'impression qu'ils ont eu ce complexe-là, et ils ont tellement eu ce complexe-là qu'ils ont décidé de faire ce truc qui est improbable en fait en 83. Ouais. On peut déjà voir en fait, en comparant Les Rues de Feu et Star Wars, ce qui a un peu foiré en fait sur Les Rues de Feu, ce qui a fait que le film a complètement bidé. Pour moi, l'intrigue des Rues de Feu n'est pas assez forte. En termes simplement d'objectifs pour les protagonistes dans le film, ils ont cet objectif au départ qui est en fait un peu le même que dans Star Wars finalement, qui est calqué, qui est d'aller rechercher la princesse capturée par les méchants. Sauf que, une fois qu'ils ont récupéré la chanteuse, on n'en est qu'au milieu du film, et il y a toute l'errance en fait pour revenir du quartier général des motards jusqu'à la banlieue de Richmond, là où démarre le film. Cette errance, elle est pas dramatiquement folle, quoi. Avant l'émission, tu me disais que tu avais vu Les Guerriers de la Nuit. Est-ce que tu trouves pas justement une analogie à faire, une ressemblance en tout cas à apporter entre Les Rues de Feu, entre justement la façon dont ils essaient d'échapper et ils traversent tous les quartiers de la ville, et avec justement ce qui se passe dans Les Guerriers de la Nuit. Et ce qui est réussi dans Les Guerriers de la Nuit, en tout cas, marche beaucoup moins bien dans Les Rues de Feu. Les Guerriers de la Nuit, il y a deux avantages sur les Rues de Feu. Le premier avantage, c'est que tu comprends immédiatement le concept de départ. C'est-à-dire un gang qui doit repartir du Bronx
jusqu'à Coney Island. On t'a montré la carte de New York pour bien te faire comprendre en fait le chemin à parcourir pour ces héros. C'est tourné en décor réel, c'est tourné vraiment à New York. Il y a un côté un petit peu documentaire par moment qui ressort. Et l'objectif est directement compréhensible, c'est-à-dire que ils doivent survivre. Dans les rues de feu, t'as pas cette matérialisation déjà dans ton esprit de comment la ville est conçue. Et puis il y a ce côté aseptisé de la violence, ça on peut en parler, c'est que je crois que l'interdiction à un certain public n'est pas la même dans Les Guerriers de la Nuit et dans Les Rues de Feu. Dans Les Guerriers de la Nuit, il faut quand même rappeler qu'il y a eu des morts dans les salles de cinéma. Un des trucs qui a fait scandale à l'époque de la sortie des Guerriers de la Nuit, c'était qu'effectivement le film avait provoqué des rixes dans les salles de cinoche et ça avait même provoqué la mort d'un jeune, ce qui est pas du tout le cas quand tu regardes Les Rues de Feu. Ouais, ça a juste tué le rock. Tu vas arrêter avec ça. Mais ça c'est Jimmy Iovine qui est le responsable. Non, mais dans Les Rues de Feu, on sent le côté déjà aseptisé des combats. Je sais pas si ça t'a fait le même effet, mais les combats sont vraiment très mous. T'as la première scène où tu vois intervenir Cody avec un méchant. T'as une bande de méchants qui rentrent dans le bar de la sœur de Cody. Et où il lui faut des baffes. Il lui faut des baffes à la terre en cile, comme dans On l'appelle Trinita. Et c'est moi, vraiment... j'aime bien. Ouais, mais déjà, en fait, t'es déjà en fait dans un décalage de ce que n'a pas représenté jusque-là. On n'est pas du tout dans Les Guerriers de la Nuit. Exactement. Ouais. Enfin, Walter Hill, c'est Les Guerriers de la Nuit, Le Gang des Frères James, Son Retour et 48 heures. Et il y a quand même une autre utilisation de la violence dans ces films-là que celle qui est utilisée dans Les Rues de Feu. Est-ce qu'il a voulu faire un film familial ? Il y a peut-être beaucoup de ça. Même la bagarre de fin entre Willem Dafoe et Michael Paré. Ça va pas péter bien loin quand même. C'est d'autant plus bizarre que dans Les Guerriers de la Nuit, si tu regardes bien, les bastons sont pas non plus... T'as pas énormément de sang. Mais par contre, quand ils se mettent des pains, t'as mal pour eux. Tu vois, la façon dont ils se mettent les coups, la façon dont c'est monté, j'ai l'impression que dans les Rues de Feu, même dans le montage des scènes de baston, on essaye au maximum en fait d'aseptiser toute cette violence. Ce qui est curieux, parce qu'en plus, dans Les Guerriers de la Nuit, les gangs ont malgré tout une approche, un look qui est quand même très comic book, autant que ceux que dans Les Rues de Feu, mais dans Les Guerriers de la Nuit, ils sont beaucoup plus menaçants que les gangs qui traversent les rues de feu. Ouais. Ce qui est encore moins compréhensible quand on sait que juste avant, c'était 48 heures. Et que 48 heures, au niveau de la violence, est beaucoup plus cru. Et cet aspect du film de 48 heures, cet aspect coloré, cet aspect un peu surréaliste de la façon de filmer San Francisco, on le devait déjà à l'équipe artistique qui entoure Walter Hill. On retrouve les mêmes monteurs, on retrouve le même chef-op, Andrew Laszlo, on retrouve le même chef décorateur qui est John Vallon sur Les Rues de Feu. Donc ils apportent cette stylisation. Une de mes séquences préférées, par exemple, c'est la séquence dans la rue des prostituées, qui est justement remplie de néons, avec des costumes très, très colorés, très criards, et dans les vitrines, le clip de LNM qui passe et qui s'intercale via les écrans noirs dans le montage de la séquence. Et là, je trouve que Walter Hill capte quelque chose, Walter Hill et son équipe artistique captent quelque chose. Ce qui est bizarre, c'est qu'une fois de plus, dans cette séquence, on a une rue de prostituées, mais qui sont toutes couvertes et qui... En fait, qui est la rue la rue la moins chaude que tu puisses... pour des rues de feu, c'est la rue la moins chaude que tu puisses représenter. Mais rappelle-toi la note d'attention, la fable rock'n'roll. La fable rock'n'roll. Pour revenir à cette idée qui est avancée donc par Lawrence Gordon et Joel Silver, d'essayer de rattraper le succès populaire des productions Spielberg, il y a une anecdote qui est assez intéressante, que tu m'as racontée, et qui concerne Larry Gross et Walter Hill. Comment Larry Gross voit Spielberg et que lui répond Walter Hill. Oui, t'as lors d'une discussion entre Walter Hill, Joel Silver et Larry Gross qui raconte que Spielberg c'est l'héritier en fait de Victor Fleming. Pourquoi ? Parce que Victor Fleming il a réalisé Le Magicien d'Oz et en gros à l'époque Spielberg avait réalisé E.T. et parce que Victor Fleming avait également shooté quelques séquences de Temps en emporte le vent, comme Spielberg aura réalisé certaines séquences de Poltergeist. Et un hasard n'arrivant jamais seul, quelques années plus tard, Spielberg, lui, va réaliser un remake d'un film de Victor Fleming avec Spencer Tracy. Et ça amuse beaucoup Walter Hill. Et Walter Hill, lui, c'est génial comme idée, c'est génial comme point de comparaison. Et si Spielberg, c'est l'héritier de Victor Fleming, moi, je suis celui de Howard Hawks. Howard Hawks, le réalisateur favori de Hill, qui est le réalisateur... emblématique du cinéma classique hollywoodien, basé sur l'action. Donc, Walter Hill a quand même cette idée en tête, de concurrencer Spielberg et Lucas dans le domaine
du cinéma populaire. Pour moi, ce qui est intéressant dans Les Rues de Feu, c'est qu'effectivement, ils ont beau vouloir faire en fait un film grand public et ratisser large. Le plus intéressant aujourd'hui, quand on le regarde en 2018, en fait, c'est de le voir à l'aune de la carrière de Walter Hill. Tu la vois comme une anomalie ? Moi, Tu vois le film comme une anomalie ? Moi, je vois le film vraiment comme vraiment ancré dans la réalisation de Walter Hill, et notamment, c'est celle où il pousse le plus loin, justement, cette esthétique de BD. Mais est-ce qu'il n'arrive pas justement trop en avance par rapport à d'autres films qui vont sortir à la fin des années 80 ? Est-ce qu'il est déjà pas trop comic book movie avant l'heure ? Ouais, tu parles de comic book. Le look du film, pour moi, est intéressant parce qu'il anticipe un grand comic book des années 90, qui est le comic book de Frank Miller, qui s'appelle Sin City, qui est un comic book en noir et blanc, là où les rues de feu sont super colorées, surtout grâce à la magnifique photo de Andrew Laszlo, mais tu retrouves la même esthétique. Et je pense que Frank Miller a été inspiré par Walter Hill et par les rues de feu, parce que le look de Sin City est, comme le look des rues de feu de Walter Hill, rétro-futuriste en prenant ancrage dans les années 50. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des personnages principaux de Sin City a le même look que Tom Cody dans Les Rues de Feu, c'est-à-dire Dwight McCarthy dans Sin City a la même coupe de cheveux, le même grand impair, et aussi romantique que Tom Cody dans Les Rues de Feu. Et Sin City de Frank Miller s'inspire également d'une autre grande source d'inspiration de Walter Hill, qui sont les EC Comics, et notamment les EC Comics, les Crime Comics, les comics de crime. Frank Miller s'abreuve à deux dessinateurs que j'aime beaucoup, ils sont Johnny Craig et Jack Davis, qui sont des dessinateurs de EC Comics. Ce que je te disais, c'est que Sin City, c'est comme du EC Comics sous acide. C'est-à-dire qu'il prend le côté roman noir, hard-boiled, avec des doses de violence et de sexe, et il en fait quelque chose de démesuré. Et Frank Miller, il apporte ça dans son comics des années 90, et à mon avis, c'est ce qui manque aux Rues de Feu. Après, le film de Hill s'adresse pas au même public que Sin City de Frank Miller. Et pour moi, Walter Hill et son équipe auraient été de meilleurs réalisateurs pour une adaptation de Sin City que ce qu'on a eu dans les années 2000 avec Robert Rodriguez et Frank Miller, qui ont adapté eux-mêmes les BD en film avec Mickey Rourke maquillé comme un guignol des guignols de l'info, quoi. C'est drôle parce que Hill, en dehors d'EC Comics, c'est pas du tout un grand amateur d'autres éditeurs de comic book. Mais dans la note d'intention qu'il envoyait justement sur les Rues de Feu, il y avait cette idée de faire du comic book. En fait, il voulait réaliser autour du personnage de Michael Paré un personnage de comic book totalement original. Bon, après, il s'est foiré parce que Michael Paré, déjà, est pas très bon dans l'interprétation. Tu sens que c'est le montage qui sauve son interprétation. Il faut savoir qu'en plus, à l'origine, Michael Paré, c'était pas le premier choix de la prod, c'était Tom Cruise. En fait, Tom Cruise avait été casté pour le rôle de Cody par Walter Hill et Larry Gross, qui étaient totalement tombés sous le charme. Ils sont un truc de malade chez cet acteur. Et malheureusement, le deal se le fait pas parce que Tom Cruise va aller sur une autre production et ils se rabattent en fait sur Michael Paré. Après, ce qui est intéressant notamment dans le film, c'est d'avoir aussi quand même conservé des personnages qui étaient relativement jeunes. En plus, les dialogues de Walter Hill et Larry Gross sont assez sympas. Ils s'envoient des vannes bien senties. Ouais, c'est péchu. Ouais. C'est assez rigolo, sauf que le fait que l'intrigue soit pas assez forte, ce qui était la force de Howard Hawks aussi dans ses films, je trouve, c'est tous les films avaient une sorte de compte à rebours. La chose d'un autre monde, Seuls les anges ont des ailes, Rio Bravo, t'as un compte à rebours qui t'amène à la fin. Il étudie des personnages dans l'action, ça c'est un cliché que de le dire par rapport à Howard Hawks, mais c'est vraiment ce qui fait la mécanique de ces films et la grandeur de ces films, c'est qu'il peut se permettre en fait toutes les digressions possibles à l'intérieur de son film parce qu'il a cette structure et ce squelette hyper solide en ligne continue sur le film. Et t'as pas ce squelette. Tu l'as dans Les Guerriers de la Nuit, tu ne l'as pas dans Les Rues de Feu. Il y a un manque d'enjeu dans Les Rues de Feu. Et à un moment donné, le film se déconstruit, justement, autour du fait qu'ils ont réussi à récupérer Diane Lane. Et après, il se passe plus rien. Même les personnages le font remarquer. Que c'est n'importe quoi, en fait, d'abandonner des véhicules, parce qu'ils iraient beaucoup plus vite qu'à pied. Mais, pour moi, le look du film est tellement agréable, et je trouve le montage encore plus fort que dans Les Guerriers de la Nuit. D'un coup, le film, en fait, tu vois plus des idées, de l'esthétique, t'es abreuvé, en fait, d'images et d'esthétique et de sensations, plutôt que d'intrigue, plutôt que de réfléchir sur
sur la montée en tension de l'intrigue, et c'est hyper agréable. Le film, il a tous les atouts d'un film visionnaire. Ouais. Parce qu'il y a un aspect clippé. C'est un film clip qui arrive juste avant le démarrage il anticipe déjà tout ça. Et pour moi, il anticipe aussi, au niveau des décors, certains futurs films. Ça anticipe pour moi les Robocop, ça anticipe les Batman de Burton. Tu sais, ne serait-ce que l'usine, c'est ce qu'on disait en voyant l'usine désaffectée, ça rappelle celle de Robocop, quoi. Celle de Robocop, celle de Darkman, et de Batman, le premier Batman. Mais d'ailleurs, l'aseptisation de la violence, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer. Le fait que les fusillades ne fassent pas mal, les combats ne fassent pas mal, ça rappelle effectivement le Batman de Burton. C'était un des reproches qu'il y avait à l'époque de la sortie du Batman de Burton en 89. La première scène de saccage par les hommes de Willem Dafoe, ça t'a pas rappelé la séquence de Batman Returns avec les hommes du pingouin qui saccagent la ville? Ouais. Et c'est marrant, tu sais que Walter Hill, il aurait dû réaliser Dick Tracy. Ah ouais? Mais je crois qu'il était aussi dans les rangs sur les rangs pour Batman. Mais de toute façon, Batman, je crois que dans les années 80, t'as pas un réalisateur qui devait pas être sur le truc. Je crois que même Richard Donner a dû tâter du projet à un moment donné. Peut-être au moment où Bill Murray était censé. Mais Dick Tracy, ça aurait été plus dans les cordes, à mon sens, pour Walter Hill que Batman. Ouais. En revanche, Walter Hill n'a pas réalisé par la suite de film comic book, à notre grande âme, parce qu'on aurait bien aimé le voir quand même. Sur un Punisher. Par contre, un autre réalisateur qui lui a œuvré dans le comic book avec, et quel film comic book, le Captain America de 90. Et donc réalisé par Albert Pyun. Albert Pyun, notre ami Albert Pyun, le réalisateur de Cyborg, qui a réalisé la suite, ou en tout cas la suite spirituelle des Rues de Feu. En tout cas avec le même personnage. Avec le même acteur surtout, Michael Paré. Et le même acteur. En 2008, ça s'appelle Road to Hell. Quelques extraits sont dispos sur YouTube. Ça doit être le film le plus laid de l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu peux nous décrire Road to Hell en quelques mots? C'est du Robert Rodriguez en couleur. Mais pas n'importe quel Rodriguez. Le Sin City de Rodriguez. Et c'est curieux parce que tu évoquais justement l'analogie avec Sin City et la Rue de Feu. Et l'affiche de Road to Hell reprend typiquement les atouts de celle de Sin City de Robert Rodriguez. Et plastiquement, le film de Albert Pyun emprunte, c'est la même voie que celui de Rodriguez, sauf que là, effectivement, on n'est pas dans un... On n'est pas dans le film est encore plus dégueulasse visuellement, mais voilà, tout est en couleur. Ouais, tout est en couleur. Après, et quelle couleur? Moi, je regrette quand même de ne pas l'avoir vu parce que Albert Pyun, c'est quand même un réalisateur beaucoup plus féministe que ne l'était Walter Hill. On parlera des rôles féminins juste après. Une curiosité, à mon avis, qu'il faudrait choper et voir, parce que ne serait-ce que pour voir Michael Paré reprendre le rôle de Cody. Qu'il a tant attendu. Ouais, ça doit valoir le coup. En parlant de rôles féminins, donc, le traitement des rôles féminins chez Walter Hill, est-ce qu'on peut en parler par rapport aux Rues de Feu? On a deux personnages féminins d'importance. Ellen M, donc la chanteuse qui se fait kidnapper, qui est jouée par Diane Lane, et McCoy, qui est joué par Maddie Madigan. Donc, comment on l'a expliqué, McCoy devait être un mec. Du coup, McCoy est beaucoup mieux traité que Ellen M, qui n'a aucune personnalité dans le film. Mais c'est aussi plus simple pour Walter Hill, vu la façon dont le personnage de McCoy est traité dans le film, puisque c'est un personnage féminin, ok, mais deux garçons manqués. Et je pense que dans la façon de l'utiliser... dans la vision du monde de Walter Hill. Voilà, ça a été beaucoup plus simple pour lui de le mettre en scène que de mettre en scène le personnage de Diane Lane. Et d'ailleurs, Amy Madigan, elle explique qu'elle s'est beaucoup amusée en fait à interpréter McCoy, à foutre des pains à Bill Paxton qui joue un rôle de barman, qui s'en prend plein la gueule pendant tout le film, à flinguer des motards, à s'infiltrer chez les méchants, à piloter un camion. Elle dit que c'est un de ses rôles préférés. Et en plus, je trouve qu'elle est assez convaincante, en fait, alors qu'elle n'a pas au départ le physique même de femme d'action tel qu'on le connaît dans le cinéma d'action contemporain. Mais ce qui est cool avec son rôle, c'est que ça aurait pu devenir le love interest de Michael Paré. Ouais. D'ailleurs, en fait, dans le film, elle s'en moque puisqu'elle dit t'es pas du tout mon type, quoi. Ouais. Et de la façon dont les personnages interagissent entre eux, celui de Michael Paré et celui d'Amy Madigan, il y a une bonne alchimie entre les deux. Encore une fois, c'est le côté Howard Hawks de Walter Hill. Bon, Diane Lane, par contre, joue une serpillière qui s'en prend en plus plein la gueule pendant tout le film. Elle est très jolie dans ses costumes Giorgio Armani. Comme on le disait, visiblement, Michael Paré a flashé sur Diane Lane. Et une séquence un peu gênante dans nous raconte le avec documentaire du DVD, du Blu-ray, où
Il raconte comment en fait il a failli tomber amoureux d'elle. Elle avait 18 ans à l'époque. Et il évoque la séquence où ils s'embrassent sous la pluie, les larmes aux yeux. C'est un peu gênant. C'est même pas, tu vois, c'est même pas un acteur, tu vois, qui a raté le coche comme, on va dire, tiens, James Remar la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, James Remar, il reste sympathique. Ouais, mais il a une gueule, tu vois. Ouais. Il a une présence quand même qui a pas. Enfin, ne serait-ce que. Même Jeff Fahey, tu vois, est plus sympathique, Ouais, je trouve. ouais. Pauvre Michael. Eh ben. On a fait le tour. On a fait le tour avec les rues de feu. On a terminé avec Michael Paré. Je sais pas si c'était la bonne conclusion. pour vous dire qu'il faut quand même regarder les rues de feu. Que ça reste un bon film. Pour s'imprégner du visuel. Moi, Ouais. c'est vraiment un film que je trouve super agréable, simplement par le visuel. Et quelquefois, t'as juste besoin, en fait, de ça. T'as juste besoin de voir des super décors, bien éclairés, avec un montage qui pète. Oh, par contre, ça a de la gueule, le film a de la gueule. L'ouverture du film, elle est magnifique. Moi, je trouve que le film est vraiment super réussi jusqu'au moment du sauvetage de la chanteuse dans l'usine. Après, effectivement, ça se délite un peu. Le film qui a cartonné d'ailleurs au Japon, et je pense que le côté animation, le côté graphique a dû plaire justement au public. Même le côté un peu errance des personnages. Parce que l'une des autres grosses influences de Walter Hill, c'est Kurosawa. Et effectivement, tu as ce côté un peu groupe sous pression, et puis errance des laissés pour compte, qui est en filigrane. Alors je dis pas que c'est une grosse influence dans les rues de feu, mais tu as des petites touches comme ça qui reviennent chez Walter Hill. Walter Hill, ça reste quand même un réalisateur qui est passionnant à analyser, à retrouver encore aujourd'hui, parce que effectivement, comme tu me disais, c'est un réalisateur qui est un peu passé de mode, un peu oublié par certains cinéphiles ou par certains critiques, et qui pourtant il y a beaucoup à analyser. Il a anticipé pas mal de choses sur le cinéma américain du milieu des années 80 et un peu de celui des années 90. La semaine prochaine, on va continuer l'exploration du Walter Hill des années 80 avec le dernier film de Walter Hill pour Joel Silver. Oh, déception. Mais qui s'appelle Brewster's Million. En français, Comment claquer $1 million en quelques jours. Ça pourrait être un titre d'un film de Max Pécasse, mais ce n'est pas... Ou de Philippe Clair. Voilà, Philippe Clair. Mais ce n'en est pas un, donc reste avec nous. Avec Richard Pryor. Et John Candy. Et c'est une, ouvrez les guillemets, comédie, fermez les guillemets, mettez un point d'interrogation, parce que comme on l'a vu avec le musical, la comédie n'est pas le genre de prédilection de Walter Hill. On va voir comment il s'en sort, et on va voir surtout comment est-ce qu'il jette un regard sur l'Amérique des années Reagan, puisqu'on est avec un film qui est beaucoup plus ancré dans la réalité que ne l'était 48 heures et Les rues de feu. Et y aura-t-il une référence aux chevaux, aux cow-boys et aux saloons? Eh ben vous le saurez en écoutant la prochaine émission de Silver Bullets. Merci de nous avoir écoutés. Salut, ciao.